Je voudrais d'abord, en premier lieu, parler un petit peu de ce séminaire et ce qui nous a amené, avec Jacques Utzinger, un autre fidèle du Collège des Bernardins, à proposer cette réflexion au sein de cette communauté. Ce séminaire, il est volontairement comparatiste et à cause du lieu effectivement choisi, puisque la Méditerranée est le carrefour de toutes les traditions des religions du livre, telles qu'elles ont été citées par le père de Gélis, judaïsme, christianisme, islam, bien entendu, tout ça, suivant les espaces, sature, le religieux sature cet espace méditerranéen depuis beaucoup plus de 5000 ans au minimum. Donc nous avons voulu nous intéresser à la place des femmes dans ces différentes religions, à la fois dans le passé et actuellement, et les mutations qui affectent cette place des femmes dans le religieux, sous toutes ses formes, sous l'aspect juridique, l'aspect historique, bien entendu, l'aspect ecclésiologique, l'aspect théologique, etc., etc. Donc voilà un petit peu d'où nous sommes partis. Alors le propos qui m'a été confié, c'est plutôt parler de l'aspect chrétien, mais malheureusement je ne peux pas complètement dissocier ma réflexion du reste des femmes méditerranéennes. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle environ, les femmes de la Méditerranée, de la France à l'Égypte, en passant par la Sicile ou la Grèce, vivaient dans des sociétés qui partageaient une unité culturelle tout à fait évidente, en tout cas du point de vue de la place des femmes dans la société. Quelle était cette place? Elle était marquée par l'infériorité civile, par la dépendance familiale et patriarcale, et par le retrait complet des femmes de la société politique. Les femmes, jusqu'à cette époque, ne pouvaient en aucun cas être des sujets de plein droit et ne bénéficiaient donc, je le rappelle, ni de droits politiques, ni de réelle autonomie individuelle, ni même de responsabilités économiques et sociales privilégiées. Sauf peut-être, alors il y a une petite exception pour les historiens qui posent toujours question, qui est que dans l'Europe moderne, en ce qui concerne l'autonomie financière des veuves, celles qui avaient perdu leur mari, elles étaient là libres de choisir leur vie et la manière dont elles géraient leur patrimoine. Mais c'était vraiment... Et d'ailleurs, la société s'acharnait à les remarier aussi vite que possible afin de ne pas faire durer trop longtemps cet aspect libéré. Donc la différence religieuse dans la période moderne entre les deux rives de la Méditerranée se traduit peut-être à travers des modèles familiaux divergents, monogames dans la partie chrétienne, possiblement polygames dans la partie musulmane, mais certainement pas par une différence de statut des femmes dans la société. Et donc, dans notre séminaire, nous avons voulu montrer comment les choses évoluaient plutôt à partir du 19e et du 20e siècle. Et là, les deux espaces, nord et sud, se différencient très nettement par leur évolution, une évolution tout à fait contrastée. À partir du 19e siècle, donc, la modernisation rapide de la société au nord de la Méditerranée a permis une transformation progressive, mais réelle, du statut des femmes, d'un point de vue juridique particulièrement. Les progrès de l'individualisation, les transformations politiques auxquelles elles participent, nombreuses, à titre personnel ou à titre collectif, font avancer les choses du point de vue du droit. Et cette laïcisation du droit personnel profite également et aux hommes et aux femmes, même s'il faut faire bien une distinction entre ce qui relève des droits civils, qui garantissent rarement, finalement, même au Nord, une égalité homme-femme, pour les droits politiques. Donc droits civils, excusez-moi, qui sont obtenus, mais des droits politiques qui vont mettre plus de 100 à 150 ans, suivant les espaces, à être accordés à égalité aux hommes et aux femmes. À la fin du XIXe siècle, on assiste à un embryon de dénonciation féminine de l'inégalité sociale et culturelle qui a été engendrée par, non pas les religions cette fois-ci, mais le Code civil napoléonien,
qui a été diffusé largement sur le continent et qui signe l'inégalité juridique entre les hommes et les femmes, entre les femmes mariées et les femmes non mariées, qui signe aussi la subordination et l'obéissance de l'épouse à l'époux, seul chef de famille, et enfin, entre autres choses, le traitement différencié de l'adultère féminin d'avec le masculin, etc. C'est à ce moment, donc, dans cette codification inégalitaire, que les luttes féministes commencent à se coordonner au-delà des seules initiatives particulières. Et évidemment, on se souvient de la figure particulièrement émouvante de Olympe de Gouges, qui a écrit sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qui a été guillotinée en grande partie pour cette réclamation tout à fait inédite. Mais on pense aussi à des grandes figures très connus comme George Sand, moins connus, mais qui font partie des féministes historiques, comme Hubertine Auclair. Ces femmes, très minoritaires, se constituent alors en force sociale et s'expriment dans des milieux extrêmement différents, y compris dans des mouvements confessionnels. Et c'est ça, c'est ce double féminisme qui est toujours notre fil conducteur, double féminisme, un féministe de type laïque et un féministe religieux ou confessionnel. Et au XIXe siècle, dans ce féminisme confessionnel, les protestantes américaines ou françaises ou européennes sont très en avance dans la réclamation des droits, y compris le droit de vote à travers le mouvement suffragiste. Ces mouvements féministes se mutent progressivement en mouvements d'opinion et de revendication autonomes et revendiquent un certain nombre croissant de droits, comme on en a parlé tout à l'heure, le vote et l'éligibilité, ce qui n'est pas la même chose, l'accès à un enseignement aussi poussé que celui proposé aux hommes, à un salaire égal pour un métier égal dans une tâche similaire. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces luttes pour l'égalité vont s'accentuer encore et se renforcer sur des sujets comme le combat pour l'égalité de traitement, l'émancipation économique et juridique des femmes, y compris les femmes mariées, la lutte contre les discriminations et le harcèlement, et aussi l'extension aux femmes des droits sexuels et reproductifs rendus possibles par la science. Mais en même temps, parallèlement, dans ce contexte de sécularisation avancée, au moment où d'ailleurs la loi morale civile se détache pratiquement complètement de la prescription religieuse, de la morale religieuse, parallèlement, les mouvements religieux sont également interrogés en interne, et le témoignage de Liliane Vanna est exemplaire. Les mouvements religieux sont également interrogés en interne sur leur propre conception du rôle différencié qu'ils reconnaissent traditionnellement aux femmes et aux hommes. Et ces contestations féministes de nature plus religieuse font évoluer, mais essentiellement dans les groupes religieux les plus libéraux, et elles font évoluer les différentes fonctions religieuses vers plus d'égalité et de partage des fonctions, comme par exemple la discussion autour de l'accès à la fonction cléricale, par exemple, qui est achevée dans certains mouvements religieux et qui visiblement ne l'est pas dans tous les autres. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un féminisme chrétien du Nord? Ça, c'est le deuxième point dont je voudrais parler devant vous. À la fin du XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, une grande partie du mouvement féministe se construit contre les institutions religieuses, dans une politique anticléricale, nettement. Et notamment contre l'Église catholique, contre le catholicisme. On peut cependant noter, je l'ai déjà cité, l'existence d'un féminisme croyant ou religieux, à savoir, et il faut bien comprendre ce que cela veut dire, des féminismes qui s'enracinent dans une croyance religieuse pour que ceux qui la représentent s'engagent en tant que croyants, ou bien inspirés par leur croyance, mais alors cette fois-ci dans des mouvements séculiers. Il y a donc bien ces deux aspects chez les féministes croyantes, où un engagement à l'intérieur même de leur sphère religieuse à essayer de faire avancer les choses, ou par l'extérieur, par une militance et un témoignage à l'intérieur de mouvements laïques séculiers.
On a vu à travers l'exposé que nous a fait lors d'une séance de notre séminaire Florence Rochefort qu'il y a eu, comme je l'ai déjà dit, une prise de conscience au sein du milieu des femmes protestantes à travers un journal protestant qui s'appelle La Femme, qui paraît entre 1879 et 1900, qui montre que ce féminisme religieux ne se rallie pas explicitement au féminisme laïque, mais rejette quand même très fermement le modèle chrétien traditionnel de la femme destinée à expier inévitablement et sans fin la culpabilité indépassable de la personnalité d'Ève, hein, dans évidemment la Genèse. Du côté catholique, il y a aussi quelques féminismes quelques revendications féministes à la fin du XIXe siècle autour du journal Le féminisme chrétien de Marie Maugeret, fondé en 1896. Bien que militant, alors ce mouvement, ce journal, bien que militant pour le suffragisme catholique, vous voyez que cette histoire de vote, elle traverse toutes les religions, les engagements politiques de ces premières féministes catholiques sont souvent à la droite de l'échiquier politique et à tonalité volontiers antisémite, ce qui évidemment n'encourage pas un ralliement au courant féministe républicain. Alors que la philanthropie féministe protestante de l'époque est tout à fait en phase avec le mouvement républicain, avec la foi et le témoignage de la foi en plus. Mais il existe aussi des femmes catholiques modernistes et progressistes qui décident de s'engager dans les mouvements laïques. Donc c'est bien cette partition, cet éclatement finalement du paysage qui est très intéressant à noter. Ces exemples donc soulignent la grande diversité des féminismes religieux selon les choix confessionnels et les liens déterminants avec l'histoire de la laïcité en France sous la Troisième République. Ces courants sont donc porteurs de nouvelles ou de propositions théologiques, mais ils sont extrêmement minoritaires et ils peinent à se faire entendre. Ils diffusent tout de même des idées égalitaires dans des milieux a priori hostiles à l'idée des droits égaux entre les hommes et les femmes et qui préfèrent avancer l'idée de la complémentarité. Je pense qu'on le retrouvera dans d'autres mouvements religieux. Quand on n'est pas pour l'égalité des droits, on avance que les deux sexes sont complémentaires et que ça devrait suffire amplement à satisfaire les femmes. Mais ils peuvent, comme je le disais, se trouver en convergence ou au contraire en opposition avec les féminismes laïques selon les questions abordées. Avançons un petit peu dans le temps. Dans la seconde partie du XXe siècle, les femmes qui animent les mouvements féministes dénoncent volontiers un système patriarcal privilégié par les églises chrétiennes et surtout catholiques, caractérisé par un entre-soi masculin et une volonté, on ne l'a pas cité à la précédente intervention, mais je pense que ça fait partie aussi des sujets, une volonté des hommes de contrôler la fécondité des femmes. Face à ces femmes qui peuvent avoir eu initialement un engagement catholique, et la personne de Simone de Beauvoir est pour cela absolument passionnante, parce qu'elle sort d'une matrice catholique et elle avance et elle la quitte, mais elle est quand même marquée par son éducation. Celles qui se sont mobilisées dans l'espace public en tant que catholiques restent pourtant souvent, à part évidemment Simone de Beauvoir, assez en retrait du féminisme républicain. Elles estiment souvent qu'il n'exprime qu'une compréhension erronée de ce que peut être l'égalité entre les personnes et mettent là aussi l'accent sur une complémentarité peut-être plus égalitaire, mais néanmoins la complémentarité entre les deux sexes. Et c'est à partir des années 70, au moment où les choses bougent un peu partout dans la société, que du côté chrétien, on commence à s'intéresser, et à prendre au sérieux l'amélioration de la position des femmes à l'intérieur même des mouvements religieux. Certaines femmes catholiques qui militent souvent d'ailleurs par ailleurs dans des mouvements laïques, des mouvements politiques pas particulièrement confessionnels, certaines femmes catholiques ont ainsi le sentiment de ne pas disposer d'espace de reconnaissance. Elles se sentent coincées finalement entre d'un côté la mobilisation renforcée des féministes qui vont très loin dans leurs revendications, qui vont à l'opposé parfois, même très, très souvent, à l'opposé de la morale religieuse,
Et puis, coincée donc entre ces féministes sécularisées et une attitude peut-être de mépris de la part de ces féministes vis-à-vis de ces femmes encore engluées dans leurs convictions religieuses, et puis coincée de l'autre côté par des responsables ecclésiastiques qui ne cessent d'exalter la figure de la femme, mais qui sont plutôt condescendants à l'égard des revendications des femmes. Donc il y a quelque chose qui se passe là qui fait que ce mouvement émerge de manière beaucoup plus affirmée qu'auparavant. Et c'est le cas, par exemple, de celle qui s'organise dans un mouvement franco-belge. Et donc je pense que Leïla connaît cela, et Liliane aussi d'ailleurs, puisque nous avons deux Belges aujourd'hui avec nous. C'est donc le cas de ce mouvement pionnier qui s'appelle Femmes et hommes dans l'Église. Et là encore, c'est un joli titre qui fait écho à la conclusion de Liliane sur la nécessité de l'association, et non pas seulement femmes dans l'Église, mais femmes et hommes dans l'Église qui luttent contre le sexisme clérical. Et voilà. Donc ça s'est beaucoup développé à partir des années 70. On trouve une dernière inflexion dans les années 2000 lorsque des femmes catholiques recourent in fine, et jusque-là elles ne le revendiquaient pas, au terme de féminisme. Elles se déclarent féministes catholiques et non pas seulement femmes dans l'Église pour le progrès des femmes dans l'Église. Et elles militent maintenant pour obtenir des changements institutionnels au sein même de l'Église catholique, le renforcement de la visibilité liturgique des femmes, l'accès à des fonctions pastorales ou à des missions jusque-là réservées aux hommes, comme la prédication, l'aumônerie, le diaconat. Le comité de la jupe, créé en 2008, est une illustration de cette tendance qui se prolonge, et s'est prolongée il n'y a pas très longtemps, par exemple par la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon, dans le but de provoquer une réflexion sur la place des femmes dans l'Église catholique. D'autres groupes, dans une autre versant de l'échiquier politique, et qui se situe davantage dans la mouvance de la Manif pour tous, prônent un féminisme spécifique qu'il qualifie d'alter-féminisme pour se distinguer des autres, ou de féminisme intégral, avec cet adjectif d'intégral qui fait évidemment sens très fort pour le catholicisme. À la fin de la décennie, la révélation de nouveaux scandales sexuels dans l'Église catholique, notamment ceux qui ont beaucoup bouleversé concernant les abus et viols sur des religieuses, après ce reportage d'Arte qui a été très très médiatisé, a provoqué des ébranlements et des recompositions dans ces différents mouvements qu'il paraît un peu difficile d'étudier et prématuré d'étudier parce qu'on en est vraiment dans le début. Je voudrais terminer par citer deux exemples de combats du féminisme croyant, et là au nord comme au sud de la Méditerranée, et c'est très intéressant parce qu'ils se rejoignent dans leur combat sur ces deux thèmes, à mon avis, et le gap initial, au lieu de se creuser, a plutôt tendance à se combler. Le premier combat, c'est la relecture féminine des textes sacrés. Nous avons eu une magnifique séance avec Pauline Bède, Kalina Baloul et Anne-Marie Pelletier au tout début de notre séminaire, et je suis ravie qu'elle s'exprime encore cet après-midi, sur cette revendication de la relecture féminine des textes sacrés. À rebours de toute lecture fondamentaliste, les porteuses d'une nouvelle lecture féminine, mais elles en parleront mieux que moi tout à l'heure, avancent l'idée qu'une relecture critique des textes sacrés permet, et non seulement indispensable et bénéfique, mais elle permet que les textes, tous nos textes sacrés, ne se figent ou ne se rigidifient, et donc font le lit des fondamentalismes. Alors, elles distinguent bien ce que c'est, mais elles le diront mieux que moi, une lecture féminine qui n'a pas besoin d'être le seul apanage des femmes. Là encore, elles plaident pour un partage homme-femme équilibré. Ce n'est pas une lecture féminine uniquement pour les femmes, et ça n'est pas seulement une lecture féministe. Il ne s'agit pas de recontextualiser au point
de faire dire au texte sacré ce que les lecteurs d'auparavant ne voulaient pas leur faire dire. Il faut simplement extraire ce qu'il y a d'égalitaire, et je rejoins là encore toute la plaidoirie de Liliane sur la loi qui est autant pour les hommes que pour les femmes, et les textes sacrés de la même manière. Ce mouvement de relecture féminine, eh bien, il progresse des deux côtés de la Méditerranée, à la fois pour le judaïsme, à la fois pour le christianisme, catholique ou protestant, et aussi pour l'islam, je dirais même au-delà même de la Méditerranée, à travers de l'autre côté de l'Atlantique, puisque c'est là qu'il a commencé pour l'islam, mais Leïla me confirmera ou me contredira. Deuxième combat commun au féminisme croyant au nord comme au sud, la lutte pour l'égalité juridique, la justice sociale et surtout l'éducation. Comme vous le savez, autour du bassin méditerranéen, le statut juridique des femmes plonge ses racines à des degrés divers dans la religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou encore l'islam. Et cela a été un véritable combat politique. Je l'ai retracé très rapidement pour les femmes chrétiennes, que de la meilleure prise en compte dans leur propre religion de l'égalité entre les droits des hommes et ceux des femmes. Alors, si le décalage entre les normes religieuses et les textes juridiques nationaux tend à s'élargir, il est très avancé au nord, je l'ai déjà dit, il y a des avancées sécularisatrices indéniables dans certains pays du Sud, et en particulier de la Tunisie d'après-printemps républicain, mais aussi le Maroc, sans toutefois n'arriver jamais jusqu'à l'égalité parfaite. Je ne dirai pas beaucoup plus parce que je pense que Leïla en parlera. Mais l'égalité parfaite n'est peut-être pas atteinte au sud. Elle n'est pas réelle non plus au nord, quoi qu'on en dise. Et je dois dire que les mouvements MeToo, enfin ce mouvement de révolte féminine qui a remis en selle un féminisme qui était considéré bien souvent comme beaucoup comme ringard, eh bien, ça a montré que l'égalité réelle était loin de ce qu'on pourrait en attendre dans une société aussi moderne et prospère qu'au nord de la Méditerranée. Donc, un combat pour l'égalité juridique, pour la justice sociale, pour le droit à l'éducation qui est partagé par les deux rives de la Méditerranée. Donc, en conclusion, je dirais qu'on assiste actuellement, au nord comme au sud, à de nouvelles luttes politiques féministes qui, dans un contexte de publicisation instantanée grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux, obligent le plus souvent les États à bouger les lignes en la matière, même si c'est évidemment toujours de manière trop lente pour, en tout cas, les plus engagés des féministes. L'impact sur les églises ou les mouvements religieux et spirituels de ces revendications féministes en interne que j'ai essayé de décrire paraît cependant plus difficile à évaluer. Parce qu'au-delà des bonnes paroles, de l'écoute ou du début d'écoute des institutions croyantes, on peut se demander si une espèce d'immobilisme ne relève pas finalement, enfin ces bonnes paroles ne relèvent pas finalement plus d'une politique de communication pour avoir l'air moderne et en phase avec la société, plutôt que d'une politique réellement volontariste et inclusive. Et on ne peut que constater tout de même que les cadres, c'est-à-dire l'élite de la plupart des mouvements religieux ou spirituels, et je vais peut-être vous étonner, évidemment les chrétiens, évidemment les juifs, évidemment les musulmans, évidemment les francs-maçons, tous ces mouvements religieux ou spirituels, tant au nord qu'au sud de la Méditerranée, restent essentiellement constitués de figures masculines. Et je trouve que la manière dont c'est le plus évident, c'est quant aux informations. Par exemple, on voit la conférence des cultes de France, et vous n'avez
vous avez que des hommes. Voilà. Et ça choque maintenant. Et je ne comprends pas pourquoi les mouvements religieux ne font pas, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, ne se rendent pas compte de, de ce côté très dévalorisant de leur façon dont ils se présentent et dont ils présentent cette supériorité masculine qui semble toujours incontestée. Donc, les combats féminins, par ailleurs, souffrent du très petit nombre de leurs militantes à l'intérieur des différentes religions et du peu de résonance hors de la société civile de leurs revendications qui sont souvent minimisées, voire déconsidérées. Il semble qu'à l'intérieur des mouvements religieux, tous ou spirituels, tous confondus, le plafond de verre soit encore plus solide que partout ailleurs. Et en dépit de toutes ces résistances, à la fois théologiques, ecclésiologiques ou politiques, il est bien difficile de prédire si ces combats aboutiront prochainement à une réelle égalité entre les femmes et les hommes, tant au niveau de l'appartenance citoyenne, ça on peut l'espérer dans nos pays, que religieuse. Je vous remercie. Thank you.